grand B, les déclarations françaises post-révolutionnaires. Le renversement du Directoire, le 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, par un coup d'État organisé par Emmanuel Joseph Sieyès, encore lui, S-I-E-Y-E accent grave S, et exécuté par le général Napoléon Bonaparte, avec l'aide décisive, il ne faut pas l'oublier, de son frère Lucien Bonaparte, qui était à l'époque président du Conseil des 500, l'une des deux assemblées législatives du Directoire, marque la fin du Directoire et de la Révolution française. Elle marque également le début du consulat, et à compter de cette date, à l'exception de la Constitution du 4 novembre 1848, qui marque l'avènement de la Deuxième République, puis les débats constituants de 1946, qui accoucheront de la Quatrième République, qui ne durera, elle, que de 1846 à 1958, et enfin, depuis l'avènement de la Cinquième République, il n'y aura plus de déclaration des droits. Dans ces développements consacrés aux déclarations post-révolutionnaires, nous nous attacherons aux droits protégés par la Constitution du 4 novembre 1848, qui fera l'objet du paragraphe 1er, puis à ceux proclamés par la Constitution du 27 octobre 1946, et enfin à ceux contenus dans la Constitution du 4 octobre 1958. Paragraphe 1er, le préambule de 1848. Le paragraphe 1er, le préambule de 1848. Nous examinerons successivement le contexte dans lequel la Deuxième République a été fondée, ce qui fera l'objet de notre petit A, avant d'examiner le contenu des droits proclamés par la nouvelle Constitution, que nous verrons dans un petit B. Petit A tout d'abord, le contexte dans lequel a été rédigé le préambule de la Constitution de 1848. La Révolution française de 1848, parfois dénommée d'ailleurs la Révolution de février, est la troisième Révolution française, après la Grande Révolution de 1789, et celle de 1830 qu'on a appelée les Trois Glorieuses. Elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple de Paris se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Le roi Louis-Philippe Ier, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, comte de Paris, le 24 février 1848. Le même jour, dès 15 h, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine, le poète, entouré des révolutionnaires parisiens. Et vers 20 h, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la monarchie de Juillet. Cette révolution de février 1848 est suivie par les journées de juin 1848, qui, elles, seront réprimées dans le sang, et on dénombrera à peu près presque 6000 morts, 5700 morts dans la ville de Paris. Il faut noter que les journées de juin 1848 sont une révolte d'ouvriers parisiens qui se déroule du 22 au 26 juin 1848 pour protester contre la fermeture de ce qui avait été créé au moment des journées de février, à savoir les ateliers nationaux, et qui avait été créé pour donner du travail aux ouvriers qui avaient envahi massivement la capitale. C'est la naissance du prolétariat. La crise économique et sociale, qui avait causé le fort mécontentement politique et populaire, avait débouché sur la révolution de février 1848, mais cette crise économique, elle persiste. Ce n'est pas parce qu'on a fait la révolution en février qu'en juin, la crise est terminée. L'incertitude quant à l'orientation plus ou moins sociale de la République, proclamée solennellement le 4 mai, incite les détenteurs de capitaux à retirer leurs fonds des banques,
qui manque alors de liquidité pour consentir des prêts et soutenir l'escompte. Le nombre de chômeurs va augmenter. Il y a près de 115 000 personnes inscrites dans les ateliers nationaux parisiens le 18 mai. Cela entraîne une dépense de près de 200 000 francs par jour. Je vous rappelle que nous sommes en 1848 et qu'on parle de francs or. Mécontents, les ouvriers des ateliers nationaux se tournent vers les démocrates socialistes comme Alexandre Ledru-Rollin, LEDRU-Rollin RO2LIN, ou bien vers les partisans de Louis-Napoléon Bonaparte, prince de la famille impériale, réfugié en Angleterre, et qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de renverser la monarchie de Louis-Philippe pour établir l'Empire. Certains ouvriers s'organisent et fondent le 20 mai la Société des Corporations Réunies, qui regroupe une bonne partie des ouvriers ayant participé aux travaux de la Commission du Luxembourg, mise en place par le gouvernement provisoire dès le lendemain de la Révolution de février 1848. Le 28 mai paraît le journal Le Travail et le 4 juin le journal des travailleurs qui développe des idées républicaines et sociales. Les ouvriers des ateliers nationaux et ceux de la Commission du Luxembourg s'entendent pour présenter des listes communes aux élections complémentaires pour l'Assemblée nationale dès 4 et 5 juin. Le mouvement républicain progressiste, bien qu'amputé de ses chefs après l'échec de la manifestation du 15 mai 1848, progresse à Paris, où un certain nombre de leurs partisans sont élus, comme Marc Cossidière, CAU2SIDIE, accent grave RE, Pierre Leroux, LEROUX, ou encore le plus célèbre d'entre eux peut-être, Pierre-Joseph Proudhon, PROUDHON, fondateur du proudhonisme. Parallèlement, le parti bonapartiste prend de l'ampleur. Ses partisans mettent en avant les idées sociales du prétendant au trône, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait profité de son incarcération au fort de Ham pour tentative de coup d'État, pour rédiger une petite brochure dont ses partisans feront l'apologie à ce moment-là, qui s'intitule « De l'extinction du paupérisme », c'est-à-dire de l'extinction de la pauvreté. Et ces partisans du parti bonapartiste jouent également sur le souvenir encore frais du Premier Empire de Napoléon Ier, oncle du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Les ouvriers de la Villette pétitionnent pour que Louis-Napoléon Bonaparte soit nommé consul. La 7e Légion de la Garde nationale, celle des quartiers populaires du Panthéon, de Saint-Marcel et de Saint-Victor, envisage de le prendre comme colonel, en remplacement du républicain Armand Barbès. Et la commission exécutive, le gouvernement, vient de jeter en prison. Aux élections législatives qui suivent, Louis-Napoléon Bonaparte est triomphalement élu à Paris et dans 4 autres départements, et il renonce provisoirement à quitter son exil londonien pour venir siéger. De ces élections, la majorité très conservatrice de l'Assemblée nationale, qu'on va appeler les Républicains du lendemain, en fait des monarchistes camouflés, sort renforcée. Adolphe Thiers, qui avait été président du Conseil sous Louis-Philippe, battu le 23 avril, est confortablement élu à Paris et dans 3 départements. Il est élu accompagné de 5 nouveaux élus conservateurs parisiens sur les 11 sièges à pourvoir à Paris. Et il apporte donc à cette assemblée nouvellement élue son savoir-faire politique. L'automne de 1848 va être occupé par la préparation de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le 10 décembre 1848, regroupés autour du national. Les républicains modérés pensent que la popularité d'Eugène Cavaignac, CAVAIGNAC,
assurera son élection. Face à lui se présente Louis-Napoléon Bonaparte, qui en septembre a été réélu à l'Assemblée, et entre eux s'engage une lutte pour séduire l'électorat conservateur de droite. Qu'il s'agisse de libéraux ou de catholiques. Pour ce faire, Cavaignac fait entrer 2 orléanistes au gouvernement et propose d'accueillir le pape Pie IX, chassé de ses États par la Révolution et la proclamation de la République romaine. Cela lui fait perdre une partie du soutien des modérés, tandis que la gauche lui est opposée depuis les événements de juin. De leur côté, les chefs du Parti de l'Ordre, peu convaincus, se rabattent sur Bonaparte, dont Adolphe Thiers juge qu'il sera ensuite facile à manipuler. Pour lui, le prince Napoléon, c'est un crétin que l'on mènera, disait Thiers. Le résultat est sans appel. Bonaparte obtient plus de 5 millions de voix, soit 74,2% des suffrages exprimés, alors que Cavaignac, qu'on espérait victorieux, arrive second en ne récoltant qu'1,5 million de voix. Voyons maintenant quel est le contenu de ce préambule de 1848. Petit b, le contenu du préambule de la Constitution de 1848. La nouvelle Constitution comporte un préambule ainsi qu'un chapitre 2 consacré aux droits des citoyens garantis par la Constitution. Entre les deux figures, un chapitre premier ne comportant qu'un seul article, mais un article important, consacré à la souveraineté. Cet article dispose: la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français, elle est inaliénable et imprescriptible, aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'en est-il, en dehors de cet article premier qui fait le chapitre premier à lui tout seul, du reste des dispositions? On a déjà eu l'occasion de dire que cette nouvelle République a vu la naissance du prolétariat, d'où une forte revendication au droit au travail. Cette revendication du droit au travail est issue d'auteurs socialistes pré-marxistes, appelés aussi des socialistes utopistes, comme Charles Fourier, F-O-U-R-I-E-R, Victor Considérant, C-O-N-S-I-D-E-R-A-N-T, ou encore Louis Blanc, B-L-A-N-C. La Constitution du 4 novembre 1848 rappelle tout d'abord, et c'est important, son attachement à la Grande Révolution. Ainsi, l'alinéa 7 du préambule dispose: en vue de l'accomplissement de tous ses devoirs et pour la garantie de tous ses droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de la République. Cela ne signifie pas que la déclaration de 1789 est redevenue un texte juridique de droit positif. On aura l'occasion de se pencher plus avant sur cette question dans le chapitre suivant. Mais ça signifie que les principes qui la gouvernent sont toujours présents en 1848 et que les principes de 1848, et c'est une formule qu'on reverra sous la Ve République, viennent compléter ceux de 1789. Malgré un humanisme assez vague, qui teinte les dispositions de 1848, relatives aux droits et libertés, on peut considérer que 3 grands thèmes nouveaux font leur apparition en 1848. Ces 3 grands thèmes nouveaux sont la fraternité, la famille et le développement des obligations de l'État envers les citoyens. Alors, reprenons chacun de ces thèmes nouveaux. Premier thème, la fraternité.
La fameuse devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité, sera adoptée officiellement en France pour la première fois le 27 février 1848 par la Deuxième République. Elle figure à l'alinéa 4 du préambule qui nous dit que la Seconde République, elle, a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce principe de fraternité a été reconnu comme un principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 6 juillet 2018, l'affaire M. Cédric H. et autres. Même si la fraternité va être abandonnée dès 1851, elle figure déjà en 1848. Deuxième thème important, la famille. Alors que la déclaration de 1789 est un texte éminemment individualiste, on l'a vu, la famille fait son apparition en 1848. La déclaration préambule de 1848 reconnaît ainsi la famille dans son alinéa 4. Je cite l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 4 novembre 1848. Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. Et elle reconnaît également la liberté d'association, ce qui n'était pas le cas en 1789, puisque non seulement la liberté d'association n'est pas présente en 1789, mais comme vous le savez, dès 1790, avec la loi Le Chapelier, les corporations seront interdites en France. L'article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 dispose en effet que les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limite que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. Et enfin, l'article 8 ajoute, la presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure. Troisième grand thème nouveau, introduit par le texte de 1848, le développement des obligations de l'État envers les citoyens. Le développement des obligations de l'État envers les citoyens. Cette idée du développement des obligations de l'État envers les citoyens figure à l'article 13 de la Constitution, article 13 qui dispose que la Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie, la société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapport entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires et l'établissement par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. Elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes, aux vieillards sans ressources, ainsi qu'à leurs familles lorsque les familles ne peuvent pas les secourir. Cependant, cette Deuxième République ne durera, comme vous le savez certainement, que fort peu de temps. Instaurée en novembre 1848, elle sera abolie dès le 2 décembre 1851 par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ce qui entraînera le rétablissement de l'Empire le 2 décembre 1852 par le couronnement de l'empereur Napoléon III. Voilà pour le préambule et le chapitre 2 de la Constitution de la Deuxième République du 4 novembre 1848. Nous nous penchions maintenant sur un texte qui est important parce qu'il va encore avoir valeur constitutionnelle de nos jours, à savoir le préambule de 1946. Paragraphe 2, le préambule de 1946. Comme je vous l'ai dit précédemment, entre 1848 et 1946, donc pendant un siècle, il n'y aura plus de déclaration des droits. Même la Troisième République, qui est considérée comme la République peut-être la plus
productive de lois garantissant des libertés ne connaîtra pas de déclaration des droits. Alors, évoquer le préambule ou analyser le préambule de 1946, c'est nous imposer de nous interroger sur le contexte, là aussi, dans lequel les auteurs de ce texte ont été désignés, dans le contexte dans lequel cette nouvelle constitution a vu le jour, avant d'analyser le projet de préambule du 19 avril 1946, et enfin, nous examinerons le texte d'octobre 1946. Petit A tout d'abord, le contexte dans lequel a été élaboré les préambules et la Constitution de 1946. Petit A, le contexte. Après la libération du territoire national, le régime politique de la Troisième République, ainsi que de nombreux politiciens, vont être discrédités pour avoir été incapables de mener la guerre contre l'Allemagne. Pour beaucoup d'autres, et en particulier pour Charles de Gaulle, l'homme du 18 juin, dont la popularité, il faut vous en souvenir, est à l'époque immense, de nouvelles institutions s'imposent. Le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, va décider de procéder le 21 octobre 1945 à un double référendum sur la question des institutions, ainsi qu'à une élection législative. À l'occasion de ce référendum, je vous ai dit un double référendum parce qu'on va poser au peuple français deux questions. La première question référendaire consiste à demander tout d'abord au peuple français si la nouvelle Assemblée doit être constituante. C'est-à-dire si elle doit avoir le pouvoir de rédiger une nouvelle constitution. En cas de réponse positive, l'Assemblée nationale qui sera élue le même jour, cette Assemblée nationale se chargera de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Si par contre la réponse est négative, si la nouvelle Assemblée ne doit pas être constituante, et bien dans ce cas-là, l'Assemblée élue ce même jour constituera une nouvelle législature de la Troisième République, et ce sera la 18e législature depuis 1871. Les électeurs sont nombreux à imputer à la Troisième République l'humiliation de juin 1940, et donc les électeurs vont voter massivement à 96% en faveur de l'attribution à l'Assemblée élue le même jour du pouvoir constituant. La seconde question qui est posée au peuple français prévoit de limiter les pouvoirs de cette Assemblée, et les électeurs français votent oui à peu près à une majorité des 2 tiers. Les élections législatives qui ont donc lieu le même jour mettent en évidence le fait que 3 partis principaux émargent de la sphère politique. Il y a tout d'abord le Parti communiste français, le PCF, qui a tiré un très grand prestige de son rôle de force de résistance à l'occupant nazi et au rôle dans la victoire de l'URSS, la patrie tutélaire du Parti communiste. N'oublions pas que, après avoir été l'allié de l'Allemagne nazie, par le biais du traité germano-soviétique qu'on appelle le traité Ribbentrop-Molotov, Ribbentrop étant le ministre des Affaires étrangères du Reich, Molotov étant son homologue de l'URSS. L'URSS entrant dans la guerre au moment du déclenchement de l'opération Barbarossa et l'invasion du territoire soviétique par l'armée allemande nazie, eh bien, le Parti communiste a basculé dans la résistance et a payé un lourd tribut à l'action de résistance, puisque le Parti communiste était considéré à l'époque comme le parti des 1000 fusillés en la matière. Le deuxième parti à être présent à l'Assemblée nationale constituante, c'est un parti nouveau, c'est un parti qui est issu
de la résistance, issu de la mouvance démocrate chrétienne. C'est le mouvement républicain populaire, le MRP, qui s'est développé après la guerre. Et puis enfin, vous avez un troisième parti qui est élu, chacun représentant plus ou moins un plus ou moins gros ou petit tiers des députés. C'est la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le Parti socialiste. Ces trois partis, ces trois groupes parlementaires, forment par la suite une force gouvernementale unie qu'on nommera le tripartisme. Puisqu'en fait, aucun de ces partis ne détient à l'Assemblée une majorité absolue. Après la formation de la nouvelle Assemblée, celle-ci va élire le chef du nouveau gouvernement, ce sera Charles de Gaulle, à qui revient la formation de son gouvernement. Pour ce faire, il va nommer les ministres, théoriquement en fonction de la représentation effective de leur parti. De Gaulle se méfie néanmoins des communistes. Alors qu'ils sont arrivés en tête, il ne leur accorde que 5 ministères. Par contre, 6 portefeuilles sont attribués à des fidèles du général, mais qui n'appartiennent à aucun des trois partis. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous sommes en 1945, le parti gaulliste n'existe pas encore. Ça n'est qu'après le départ du général de Gaulle de la présidence du Conseil que sera fondé le Rassemblement du peuple français, le RPF. Cette décision du général de Gaulle marque le point de départ de fortes divergences entre de Gaulle et les partis politiques représentés à l'Assemblée. Pour ne rien arranger, l'élaboration de la nouvelle Constitution se révèle particulièrement difficile. De Gaulle, suivi par le MRP, souhaite un régime bicaméral, c'est-à-dire un régime politique reposant sur l'existence de 2 assemblées parlementaires, une chambre haute et une chambre basse, doté d'un président de la République puissant, qui se situerait au-dessus des partis. Il précisera d'ailleurs ses idées constitutionnelles en juin 1946 dans un discours célèbre qui est le discours de Bayeux, alors que les socialistes et les communistes, eux, condamnent l'octroi d'un pouvoir fort au chef de l'État, et la demande socialiste d'une réduction de 20% des budgets militaires révolte définitivement le général, qui démissionne de manière spectaculaire le 20 janvier 1946, dénonçant ce qu'il appelle le régime exclusif des partis. Le socialiste Félix Gouin, G-O-U-I-N, succède alors à Charles de Gaulle. Les députés du PCF et de la SFIO, majoritaires à l'Assemblée, conçoivent alors leur propre premier projet de constitution. Ce projet prévoit une représentation populaire monocamérale, donc une seule chambre, élue au suffrage universel direct, qui non seulement voterait les lois, mais élirait un président du Conseil et approuverait la composition et le programme de son cabinet ministériel. Le président de la République est une institution qui sera maintenue, mais une institution qui sera vidée en quelque sorte de sa substance en ne conservant qu'un rôle honorifique. L'ancien Sénat de la Troisième République aurait été remplacé par 2 organes consultatifs, le Conseil économique, précurseur du Conseil économique et social, devenu de nos jours le Conseil économique, social et environnemental, et le Conseil de l'Union française, qui vise à regrouper des représentants non seulement de la France métropolitaine, mais aussi des territoires d'outre-mer et d'Afrique noire francophone. Ce projet sera rejeté par référendum le 5 mai 1946 et le non, soutenu à l'époque par le MRP et par le général de Gaulle, va obtenir 53% des voix. L'Assemblée constituante est alors automatiquement dissoute, comme le prévoyait le référendum de 1945, et une nouvelle élection législative a lieu, et législative et constituante, le 2 juin
1946. À moins d'un an d'écart, autant dire que le peuple français va se prononcer à peu près similairement aux élections précédentes. Ce premier projet, connu sous le nom du projet du 19 avril 1946, contenait, et c'est ça qui nous intéresse ici, un projet de déclaration des droits que nous allons néanmoins analyser. Car on verra qu'une partie de ce texte sera repris dans la constitution définitive de la 4e République. Petit b, la déclaration d'avril 1946. Cette déclaration d'avril 1946, sans être devenue un texte de droit positif, n'en est pas moins un texte qui a très fortement influencé la future constitution du 27 octobre 1958. En réalité, ce texte est un texte de compromis. Pouvait-il en être autrement, compte tenu de la composition de l'Assemblée tripartite ? Compromis entre les droits de l'homme, qui ont une valeur objective, une valeur permanente, une valeur éternelle, c'est la vision véhiculée par les libéraux, et les libertés contingentes, qui sont l'expression d'un droit bourgeois, thèse défendue cette fois-ci par les marxistes. Cela amène à un compromis entre les libertés et les droits sociaux et économiques. Dès lors, le texte de ce projet de déclaration est revêtu d'une grande originalité qui présente deux aspects. Premier aspect, la limitation explicite de certaines libertés, comme la liberté d'association par exemple. Deuxième aspect, l'existence de réserves accompagnant certaines libertés traditionnelles. La liberté d'expression est mentionnée, mais la liberté de la presse ne l'est pas. Voilà pour le projet d'avril 1946. Petit c, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Comme on l'a vu, le rejet du premier projet de Constitution, qui va entraîner l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante le 2 juin 1946, va voir pour résultat que les grandes tendances de 1945, les grandes tendances précédentes, et c'est assez logique, vont être confirmées. Les candidats du MRP, Mouvement démocrate chrétien, qui s'est opposé au premier projet de constitution, totalisent 28,2% des suffrages. Le PCF, le Parti communiste, arrive en seconde position avec 26% des suffrages. Et enfin, la SFIO arrive en troisième position. Les résultats de la droite reculent encore par rapport à la première assemblée. En octobre 1945, la droite avait obtenu 16% des suffrages et en juin 1946, plus que 13%. Enfin, un élu du MRP, Georges Bidault, devient président du Conseil et constitue un cabinet qui obéit toujours au tripartisme. Durant l'été 1946, l'Assemblée nationale va rédiger une nouvelle constitution, malgré tout peu différente de la première constitution de 1946. Cette nouvelle constitution revient au bicaméralisme, c'est-à-dire à l'existence de deux chambres distinctes possédant le pouvoir législatif. Le régime sera ici strictement parlementaire. Le pouvoir exécutif réel devant être exercé par le président du Conseil, à la manière du Premier ministre britannique, et non par le président de la République, qui n'a qu'un rôle purement honorifique, même s'il demeure le chef des armées et qu'à ce titre, il dispose de certaines compétences spécifiques. Le projet est adopté par l'Assemblée le 29 septembre 1946 par 440 voix contre 106. Le général de Gaulle le condamne à nouveau, quelques heures plus tard, dans son discours d'Épinal, prononcé le 29 septembre 1946. Et enfin, ce projet de constitution
est adopté par référendum le 13 octobre 1946 avec 53,5% de oui, et il entre véritablement en vigueur le 27 octobre suivant. Cette nouvelle constitution du 27 octobre 1946, qui fonde la 4e République, est précédée d'un préambule, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, qui, je vous le rappelle encore une fois, de nos jours, en 2020, a toujours valeur constitutionnelle. Ce préambule est précédé d'une déclaration préliminaire qui rappelle les droits inaliénables et sacrés de l'être humain, selon une formule un peu grandiloquente, mais qui se justifie par la situation de l'époque. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement, et ça c'est important, il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce préambule comprend donc bien 3 parties. Première partie, le rappel des principes de 1789 et ses ajouts. Deuxième partie, les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Et enfin, troisième partie, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est-à-dire les acquis, les évolutions législatives républicaines des principes de 1789.